Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Salut Gabriel, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Francis, ça va super bien toi? Yes, super bien. Merci d'être là avec moi aujourd'hui pour parler de l'humain, entre autres. On va avoir un bel épisode, je suis pas mal sûr. Avant de commencer officiellement, juste tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est qui Gabriel Saldan? Donc, qui je suis papa de 4 garçons. Donc, Cool. donc entre 11 et bientôt 16. Autrement, je suis un gars de la campagne, un gars qui est simple, pragmatique. Puis autrement, depuis près de 2 ans maintenant, je suis dans le coaching professionnel. Ouais. Puis t'es spécialisé dans quoi? Mais je suis spécialisé envers les gestionnaires. Je me concentre surtout sur les gestionnaires de premier niveau. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de coaching qui se fait pour l'exécutif, c'est pour les hautes directions. Ouais. Moi, je me concentre plus sur les gestionnaires. C'est un monde que je connais bien. Moi, à l'origine, je suis ébéniste. Donc, j'ai passé 12 ou 13 ans dans le manufacturier. Du côté salarié, ensuite du côté un petit peu plus chef d'équipe, avec différentes responsabilités. Puis, j'ai côtoyé des bons gestionnaires, des moins bons. Puis, j'imagine que j'ai un œil pour ça. Fait qu'au fil des années... une petite passion qui s'est développée de ce côté-là. Nice. Puis c'est quoi qui t'a amené à dire je fais ce switch-là? En fait, quand j'étais dans le milieu manufacturier, en sortant du secondaire, j'avais déjà un esprit d'entrepreneur. Je voulais partir quelque chose. Puis, jeune, j'ai eu mon premier garçon. Les responsabilités ont embarqué. Le projet a pris un peu le côté. Puis malgré tout, en fait, j'ai toujours été un peu intrapreneur dans les différentes entreprises que j'ai eues. Puis tu sais, sans trop connaître le terme à l'époque, ça a comme un peu comblé le besoin, j'imagine, parce que c'est jamais revenu comme projet. Puis dans les dernières années, j'ai eu des emplois où justement je sentais pas que je pouvais autant mettre de l'avant d'initiatives ou des projets ou des idées. Puis c'est là que le besoin de partir quelque chose a ressorti. Puis en n'étant pas capable de le faire à l'interne, je l'ai fait à l'externe. Par toi-même. Ouais, exact. Puis comment tu trouves ça être père de 4 enfants? Ouais, c'est pas différent de 2. Non? Moi je pense que ça change beaucoup entre un enfant ou plusieurs enfants. Mais je pense qu'après ça, il y a peut-être un côté logistique qui est peut-être un peu complexe rendu à 6 personnes. C'est pas tous les chars qui peuvent faire. Oui, puis là, il y a des points comme ça, mais sinon, la dynamique en tant que telle, la dynamique est la même qu'il y en ait 2, 3, 4. Puis là, aujourd'hui, ils vieillissent. Moi, personnellement, le plus dur est passé. Ouais, là, il y a 11 ans, t'as dit, le plus jeune? Ouais, 11 ans le plus jeune. 11 ans le plus jeune. Puis, pour être franc, moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des contacts qui me disent tout le temps, mais t'as pas vu l'adolescence, t'as rien vu, Gab. Mais moi, je le vis à l'inverse. Moi, ils vieillissent, puis je trouve ça de plus en plus facile. Donc, t'as trouvé ça plus dur, jeune? Ouais. Il y a eu quelques années que c'était nouveau, puis il y avait quand même une magie à ça, puis c'était le fun, mais mon plus vieux est un petit peu plus distancé en âge des autres, puis il a quand même maturé rapidement. Puis on dirait que d'avoir goûté à ce type de relation-là, là, quand je me retourne vers les autres qui sont encore pris sur un peu leur jeu de primaire, je suis comme, mais là, je sens que j'ai comme donné ce que je fais donner à votre âge, puis là, les belles discussions, les belles activités, je les ai ça sent bien, c'est ça. Plus avec l'adolescence, fait que non, ça a été une belle expérience, mais je pense que je suis juste rendu ailleurs. Puis les 3, comme ils sont proches en âge, ils se tirent un peu vers le c'est intéressant quand même que tu le partages, ça, parce que, tu sais, en étant père, il y a tout le temps, ou un parent, peu importe, là, il y a tout le temps des moments qui sont plus durs, puis il y en a des plus faciles. Puis, comme tu dis, il y en a que c'est bébé naissant, il y en a que c'est un peu plus jeune, il y en a que ça commence à l'adolescence. Il y a plein de phases, mais je pense que c'est important aussi. Ouais, puis c'est drôle parce que moi, personnellement, dans les dernières années, j'ai réussi à faire beaucoup de parallèles entre la gestion de projet et être parent. Ah ouais? Face à des gens que tu coaches, face aux enfants?
Ben, je dirais face aux enfants. Ouais. Tu sais, pas dans l'interaction qu'on a avec eux, mais plus dans la gestion d'une famille. Tu sais, je me rends compte qu'essentiellement, tu sais, t'as des projets, un et chacun, faut que tu gères. C'est une question de budget parce qu'ils sont 4, puis à un moment donné, il y a une limite. Même chose, c'est tout le côté d'être le plus équitable possible. Ouais. Ben, tu sais, que ça soit le plus vieux qui veut lui-même magasiner son linge maintenant, que ce soit un qui a besoin soudainement d'une paire de souliers parce qu'il a passé à travers. Ben ouais, t'as dit ça avant qu'on enregistre, mais j'ai trouvé ça beau. Là. C'est juste une structure qui est différente d'une entreprise, mais c'est la même chose en soi. Là. Il y a des relations, tu grandis, t'évolues, tu changes, t'as des budgets, comme tu dis. Fait que... Ben, tu sais, je pense que moi, je trouve qu'on voit beaucoup de problèmes mettons, en entreprise, dans la société, culturellement, peu importe, mais moi, je pense qu'en réalité, les problèmes sont très peu nombreux, mais sont appliqués à des thématiques ou des natures différentes. Ouais. On est toujours autour des problèmes individuels qui causent des problèmes collectifs, puis que ce soit dans une entreprise de 10 personnes, une famille de 6, essentiellement si on n'est pas capable de bien s'entendre l'un et l'autre, c'est assez rare que ça va bien. Puis toi, je sais que tu as quelque chose qui te tient à cœur, qui est quand même la motivation aussi des gens. Peux-tu parler un peu de ça, la motivation? Ben, c'est une question qui m'a toujours intrigué. T'sais, on voit souvent sur l'Internet, là, il y a tout le temps le débat constant entre qu'est-ce qui est mieux entre être motivé ou être discipliné. Mm-hmm. Puis je trouve que ce débat-là, il est incomplet. Parce que dans ce combat-là, je trouve qu'on mélange motivation et envie. Mm-hmm. Puis quand que moi, je vois plus la motivation comme je dirais un synonyme un peu des valeurs ou du sens qu'on recherche dans ce qu'on fait. C'est plus, pour moi, la motivation, c'est plus la direction ou l'objectif que tu as qui te permet de te lever le matin. Mais c'est sûr que mettons que, je sais pas, t'es motivé par vouloir te partir une entreprise, mais il y a des matins que tu vas te lever et ça te tentera pas. Ben oui. Mais le projet, il est pas moins important pour autant. Tout comme quand tu as une entreprise, ben ça se peut que c'est un avant-midi de comptabilité à faire, puis que t'aimes pas ça, ben ok, mais ça fait pas que le projet est plate. C'est quoi la différence pour toi de motivation puis envie? Ben, c'est que l'envie, je trouve que c'est peut-être vraiment plus associé à la nature de ce que tu as à faire. Est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce qu'un matin, tu vas sentir que, je sais pas, tu sens que tu es plus concentré, avec la comptabilité va moins te déranger. Un autre matin, tu n'auras pas d'envie d'aller t'entraîner, mais ta motivation, c'est d'être en santé. Fait que ta motivation, tu l'as pas perdue parce que tu n'as pas envie. Fait que je trouve que l'envie, la motivation et la discipline, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est 3 ingrédients à la même recette. La discipline, ça te le prend justement quand l'envie n'est pas là. Ben oui. Puis la motivation, d'une façon ou d'une autre, c'est la raison pourquoi tu es discipliné ou que tu as envie de faire quelque chose. Puis tu sens-tu en coaching ou peu importe, dans la vie, est-ce que tu sens que les gens ont de la misère avec la motivation ou l'envie ou la discipline? Y a-tu un qui a l'air plus dur que les autres? Ben, la motivation, beaucoup, parce que je pense pas que les gens se posent la question. S'ils sont motivés? Ben, en fait, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les motive? Ben, en fait, c'est peut-être là l'erreur, tu sais, je suis pas motivé, mais non, ok, t'as pas envie, mais pourquoi t'as pas envie? Est-ce que c'est parce que t'as pas d'objectif? Est-ce parce que les objectifs, c'est pas les tiens? Tu sais, moi, le premier, il y a quelques années, j'ai frappé ce mur-là de pas tant avoir d'objectifs dans la vie, parce que dans un court laps de temps, ben, j'avais une belle job, que je voyais plus trop quoi atteindre de plus. Je venais d'acheter une maison avec ma conjointe. J'ai une famille, l'auto venait d'être fini d'être payé, en tout cas. Puis, tu sais, après réflexion, je me suis rendu compte, OK, mais là, pourquoi soudainement, j'ai plus rien à faire? T'sais, pourquoi qu'après ça, il n'y a rien d'autre? Personnellement, moi, je me suis rendu compte, ben, OK, mais finalement, moi, j'ai juste suivi le modèle que j'ai eu. C'était ça quand j'étais jeune. Je suis né dans une maison, j'avais des sœurs, mes parents travaillaient, mais j'ai rien vu d'autre. Fait que ultimement, ben, la question que je me suis posée, c'est, OK, mais c'était-tu vraiment mes objectifs ou j'ai juste fait comme tout le monde? Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime le sujet de la motivation, parce que c'est pas tant une question que les gens se posent, ou du moins pas de cette façon-là. C'est pas de se demander, j'ai-tu envie de me lever le matin? Et de dire, mais pourquoi je me lèverais le matin? Ouais. Puis juste te lever pour aller travailler, mais tu travailles pourquoi?
Puis là, on tombe dans la même question. Fait qu'on n'arrive pas à répondre à la question si on n'arrive pas à l'aborder différemment. Puis c'est-tu pareil pour toi, motivation, mission, raison d'être, toutes ces... Non, je te dirais que la mission, c'est plus le pourquoi qu'on veut faire les choses. Tu sais, je dirais mission, vision, pour moi, c'est un peu la même chose. Les valeurs, je pense que on pourrait peut-être faire plus référence à ce qui est important pour soi ou surtout ce qui n'est pas négociable. Ouais. Tu sais, des choses... tu sais, moi, j'avais déjà lu à un moment donné que quand on se sent coupable, c'est parce qu'on vient de faire quelque chose qui ne coordonne pas avec une de nos valeurs. Puis finalement, les motivations, du moins, moi, de la façon que je les interprète, moi, je suis certifié pour faire les tests Nova Global, tu sais, les fameux tests des 4 couleurs. Ouais. Puis dans ça, on mesure aussi 6 types de motivation. Puis je te dirais que les motivations, un peu, ça fait plus référence aux intérêts puis aux talents qu'on va mettre de l'avant pour répondre à notre vision, à notre mission. Tu sais, comme par exemple, si moi, je suis quelqu'un qui est très cognitif, selon les termes qu'on utilise dans le test, ben, par exemple, moi, une façon de répondre à ma mission, ça va être par l'apprentissage, ça va être par le partage. Tu sais, je vais aimer partager de l'information, tu sais, je vais aimer apprendre. Mais quelqu'un pour qui c'est pas un intérêt, ben, elle pourrait répondre à la même mission que moi j'ai, mais d'une autre façon. OK, c'est pour ça que tu dis que qu'est-ce qui me motive, c'est un peu en lien, parce que moi, j'ai fait ce test-là. Ouais. Puis j'ai une qualité qui est un défaut, là. J'ai comme toutes les motivations sont hautes. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui me motivent dans la vie, mais le problème de ça, c'est que c'est dur de focusser à quelque part parce qu'on dirait que t'aimes tout, là, tu sais. Ben, tu vois, c'est drôle parce que dans mon test, je me retrouve à peu près à la même place. Puis de la façon qu'on interprète ça dans ce cas-là, c'est qu'il y en a tout le temps une ou deux qui est plus élevée que les autres, même s'ils sont tous élevés. Puis toutes les autres, en fait, ils deviennent un peu des conditions à. Fait que tu sais, si par exemple, je sais pas, je reprends mon exemple où je suis cognitif, fait que j'aime apprendre, puis j'ai une autre motivation qui est élevée, qui est l'esthétisme. Donc, j'aime l'harmonie des choses. Bon, mais peut-être que quand que je vais me mettre à lire sur un sujet, je vais pas m'éparpiller dans mes lectures. Je vais pas lire genre de la psychologie, puis après de l'économie, puis tu sais, je vais essayer de faire un tout, puis de m'arranger pour qu'est-ce que je fais, c'est harmonieux. Je comprends. Fait que tu sais, les motivations, faut pas nécessairement les prendre une après l'autre, mais c'est beaucoup une combinaison de comment on va agir. Mais, puis c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui nous motive, parce que ça évolue aussi, j'ai l'impression, là. Intrinsèquement, je pense que ce qui te motive va rester là, mais dans la vie de tous les jours, on fait des choix, oups, ça avance, on va un peu à gauche, à droite, puis si tu te poses pas la question, ben, un moment donné... C'est ça. Ben, je pense qu'il y a des priorités qui vont changer. T'sais, je pense que la vision, les valeurs, la mission qu'on a, je pense que c'est un idéal qu'on se dit qu'on tend vers, mais qu'on ne va pas atteindre nécessairement. Mais après, oui, je pense que, comme tu le dis, je pense que les motivations vont tendre à peut-être bouger dans les priorités qu'on va donner. Peut-être qu'à un certain moment de ta vie, mais c'est plus une motivation individuelle. C'est peut-être ta propre situation que tu veux améliorer. Après ça, ben, tu arrives à un certain point dans ta vie que ben, soudainement, c'est peut-être partagé là, qui est important. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas partager de quelle façon? Ben, par ton temps, par de l'information. Donc, ouais, puis c'est un peu ça que... Tu sais, moi, j'ai fait un document d'équilibre de vie, là, avec les 9 sphères que moi, j'ai faites. Puis c'est ça que tu réalises aussi, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas être 100% dans tout, c'est impossible. Puis là, quand tu vois qu'il y a des choses que toi, tu vas améliorer dans une sphère, ben là, tu vas focuser un petit peu plus là-dessus. Ouais. Mais si tu focuses un peu plus là-dessus, il y a sûrement une autre sphère qui est cop à quelque part un peu, tu sais. Fait que oui, globalement, ça monte tout le temps, mais ça reste que ça fluctue toujours, dépendamment de ton énergie, t'as mets où. Tu peux pas en mettre partout. Ben, c'est drôle parce que tu dis ça, puis moi, ça me fait penser à la question de l'équilibre travail-personnel. Ouais. Puis, je pense pas que, tu sais, un peu comme le débat motivation-discipline, j'ai comme pas l'impression que le débat équilibre pro-perso soit la bonne façon de le voir. Parce que, si ça se trouve, on voit peut-être le pro comme étant l'obligation qu'on a à faire pour répondre à nos besoins, puis le perso qui est de faire ce qu'on aime.
Mais mettons que tu es dans un travail qui répond aussi à ça. Ouais, c'est ça. L'équilibre n'est pas la bonne question. Fait que c'est peut-être de se demander, tu sais, côté motivation, ben c'est justement, si tu mets ton focus sur quelque chose, puis là, soudainement, tu sens que ça te gruge d'énergie parce que tu donnes pas assez de temps à une autre motivation, peut-être que l'équilibre, il est plus là. Ben oui. Tu sais, c'est peut-être plus de se poser la question, OK, ben, tu sais, j'ai besoin des fois de voir du monde, mais je sais que des fois, j'ai besoin de solitude. Ben, c'est peut-être là l'équilibre qu'il faut faire. C'est pas nécessairement entre le bureau puis la maison. Ouais, puis ça, moi aussi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Là, on entend souvent ça, là, conciliation, famille, travail, mais c'est un tout. Là, c'est pas deux choses séparées. Là. Il faut que tout ça soit ensemble. Puis nous, comme entreprise, c'est ça qu'on mise aussi, là, c'est de dire, bon, ben l'employé, comment je peux t'aider dans tes rêves, comment je peux t'aider avec ta famille, comment je peux t'aider à t'acheter ta maison, tes affaires que tu veux. Là, tout ça combiné, ça fait un sens, mais si tu viens juste travailler puis tu fais juste du fun, comme tu dis, chez vous, ben là, ça fait pas de sens vivre de même. T'sais. Non, puis, tu sais, je pense qu'il y a pas plus tard que hier ou avant-hier, je lisais... je sais plus quel livre, j'en lis 2-3 en même temps. Tu sais, je lisais par exemple sur la compagnie Pentagonia. Oui, j'ai lu leur livre. Qui ont une belle culture d'entreprise, puis que justement, c'est vraiment leur mission sociale qui drive tout le reste, plutôt que la classique entreprise qui va mettre le profit de l'avant, par exemple. T'sais, oui, le profit est important, mais comme nous, l'oxygène est important, mais c'est pas ça qui fait qu'on se lève le matin. Non, c'est ça. Ouais. C'est peut-être plus de voir le profit comme un facteur de risque, mais de ne pas miser sur ça comme objectif. Justement, comme tu le dis, peut-être de voir socialement, mais comment qu'on peut avoir un impact, comment qu'on peut générer une richesse, puis rendre la vie meilleure, à, je sais pas moi, à 40 employés, à une ville, c'est... Ouais, mais c'est ça que tu as dit, c'est l'impact social, c'est ça aussi, puis d'une business, les profits, c'est nécessaire, parce que sinon tu vas mourir, tu n'auras plus de business, tu n'auras plus d'impact social, mais je pense que même l'employé doit penser comme ça avec son salaire, que tu veux grossir le salaire, c'est correct, puis il faut ça, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec ce salaire-là au bout de la ligne, tu peux juste avoir plus de matériel puis flober 100%, comme tu peux donner plus à du monde, peu importe le montant d'argent, c'est pas ça qui est important, là, c'est... Ouais. Ben, tu sais, ça l'argent, c'est une autre question, je pense, qui est mal comprise, tu sais, puis on a des gens qui disent comme l'argent, ça fait pas le bonheur, il y en a d'autres, ouais, mais ça me rend plus libre, tu sais, puis il y a plein de discours différents. Puis encore là, je pense qu'on mélange les termes, tu sais, puis c'est pas de l'argent qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est la sécurité que l'argent apporte. Et parce que l'argent, ça reste un outil, c'est pas un besoin intrinsèque. Tu sais, c'est un enfant naît, il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin d'amour, il a besoin de sécurité. Ces besoins-là, chez l'humain, ils ne changent pas en vieillissant. Puis, tu sais, pourquoi autant de... Oui, il y a toujours la question de sécurité, puis oui, on cherche, par exemple, en tant qu'employé, à être reconnu, puis on voit à travers la rémunération une façon assez classique de le demander. Mais ultimement, ben, tu sais, c'est comme essayer de compenser un besoin par autre chose. Pourquoi on en redemande systématiquement tout le temps? Est-ce que tu es toujours en insécurité financière ou tu essaies de combler quelque chose qui n'est pas comblé? C'est comme il y a des gens, si on revient à la question de la motivation, il y a des gens qui vont apprécier l'augmentation salariale comme principal signe de reconnaissance. Il y en a d'autres pour qui ça va être important, c'est le titre. Ouais. Il y en a d'autres pour qui ce qui va être important, c'est les responsabilités qui viennent avec le titre. Encore là, c'est une question de motivation. C'est qu'est-ce qui motive cette personne-là? Parce que si ça se trouve, la personne va avoir le titre, puis tu lui donnes 2000 ou 5000 avec. Ouais, mais moi, je suis juste content de pouvoir avoir un impact différent. Puis pour revenir aux motivations, c'est pour ça que c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux puis dans le monde du travail en général, c'est comment je peux faire pour motiver mes employés. Motiver un employé, ça se fait pas. Tu aides l'employé ou tu travailles avec lui pour identifier ce qui le motive. Ce qui va être possible de faire, c'est pas le motiver, c'est bâtir un cadre autour de lui. Ouais. Puis moi, je pense
que tu peux motiver un employé à court terme, mais ça marchera jamais si tu le motives dans quelque chose qui n'est pas motivé de base, avec l'argent ou avec la reconnaissance, peu importe, ça va fonctionner un court laps de temps, mais à un moment donné, ça peut pas... Lui, il sera pas content, puis toi non plus, là, avec la performance, puis le temps, l'énergie que tu mets dans cette personne-là, amènera pas ce que tu veux au final, puis lui non plus sera pas bien parce qu'il aime pas ça. Ben, c'est la différence entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Et puis, il a même été démontré beaucoup que jusqu'à un certain point, tu peux, par exemple, prendre un employé faire l'expérience, prendre un employé qui est déjà motivé à faire quelque chose, puis soudainement associer une augmentation ou une prime à cette tâche-là. Puis après un certain temps, quand tu retires la prime, l'employé est moins motivé qu'il l'était avant. Mm-hmm. Fait que tu viens court-circuiter, en fait, ce qui peut être naturel, parce que tu le remplaces par quelque chose qui va créer un intérêt, de la dopamine. Puis quand tu le retires, mais tu reviens pas au niveau original, tu es rendu plus bas. Fait que même cette question-là de répondre par des motivations extrinsèques comme ça, des cadeaux, des reconnaissances matérielles, dans bien des cas, comme tu dis, à court terme, ça peut être bon, mais ensuite, tu peux te retrouver avec un résultat qui était pire qu'initialement. Puis tu fais quoi, selon toi, que ce soit un employé ou des personnes, tu sais, j'en connais, là, qui ont plus ou moins d'ambition, qui aiment plus ou moins, tu sais, ils ont pas de projet, ils ont pas de passion, ils ont comme rien. Tu fais quoi avec quelqu'un comme ça? Ben, c'est difficile parce que rendu là, ça dépasse. Tu sais, ça peut même dépasser le cadre de ce que le coaching peut faire. Parce que, tu sais, essentiellement, le coaching, c'est un outil de développement. C'est une volonté à t'aider. Ben, en fait, c'est que le coaching, si tu mets ça, mettons, sur une ligne du temps, c'est qu'on te prend au présent, puis on t'amène en quelque part dans le futur. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de passion ou qui est juste pris dans un mode de j'ai peur du jugement de tout le monde, je fais un peu ce que tout le monde veut, je dis jamais non. Ben là, on n'est pas dans l'évolution, on est dans retourner dans un traumatisme de pourquoi tu t'es mis de côté au point de t'oublier. Mais le coaching ne répond pas à ça. Là, c'est de la thérapie, c'est un autre type de relation d'aide, tu sais. Fait que, tu sais, jusqu'à un certain point, c'est un diagnostic qui peut être fait, mais justement, si ça va virer très loin, là, ben, ce qu'on peut faire comme support pour cet employé-là, cette personne-là, c'est la diriger vers la bonne sorte d'aide, tu sais. Ouais, qui est une très bonne idée en soi. Parce que c'est pas tout le monde qui a les compétences ou qui peut aider quelqu'un qui... C'est pas nécessairement une dépression, mais qui a plus de sens, entre guillemets. Là, ben, ça peut mener, hein. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, pourquoi on a une pénurie de ça? Ben, c'est parce qu'il y en a énormément de gens qui sont pas capables de répondre à ces questions-là de c'est quoi mes intérêts, qu'est-ce que j'aime faire, les gens qui se mettent à tourner en rond quand ils ont 4 heures de libre, mais on en a partout autour de nous. Puis pour toi, la motivation que l'humain a, est-ce que ça vient de quand il est né? Est-ce que ça vient de son environnement, de son éducation, de tout ça? Pour ce que j'en ai lu, c'est quelque chose qui se crée assez rapidement dans les premiers mois, premières années du développement. Puis, oui, il y a une partie génétique, il y a une grosse partie environnementale, il y a une grosse partie aussi qui va être reliée, tu sais, environnementale, on s'entend, ça peut être le cadre familial aussi, qui est l'environnement de l'enfant. Parce que, je sais pas, par exemple, mettons que je prends ma situation où il y a 4 gars, puis que constamment, j'en traiterais un qui est vu comme les autres, comme du favoritisme. Mm-hmm. Mais il y a des fortes chances que la justice soit quelque chose qui prenne énormément de place dans la vie de ces personnes-là en vieillissant. Ouais, je comprends. Donc, tu sais, oui, l'environnement a un gros impact. Puis, ben, tu sais, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Là, tu sais, l'exemple que tu donnais d'une personne qui saura pas trop quoi faire, qui sera pas trop motivée, qui a pas trop d'ambition. OK, mais son enfance, à quel point elle a été facile à vivre ou pas? Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Là, on parle des enfants rois, puis des parents qui mettent leur enfant dans la ouate. À court terme, c'est comme une augmentation, c'est confortable, mais après ça, il y a plein d'outils que tu n'as pas développés. Tu n'apprends pas à être résilient, tu n'apprends pas à avoir un peu de courage, tu n'apprends pas à essayer quelque chose qui est un peu à l'extérieur de ta zone de confort. Il y a plein de choses que tu ne développes pas. Pour toi, autant en entrepreneur qu'en père, comment tu fais pour bâtir ça, cette
cette résilience, cette confiance en soi? Ben, la confiance, ça se bâtit que l'action. Tu sais, beaucoup de gens qui attendent d'être plus confiants ou qui attendent d'être prêts avant de passer à l'action. C'est précisément le symptôme qui fait qu'il se passe rien. Comment je fais? Moi, je crois énormément à la responsabilité individuelle. Puis, tu sais, oui, c'est facile à dire, là, être responsable, oui, mais tu sais, moi, je pense que la responsabilité individuelle est à la base de la responsabilité collective. Ben, c'est sûr. Moi, ce que j'aime dire, c'est que si tu as des problèmes, si tu vas pas bien, peu importe la nature, si tu as un fardeau sur les épaules, ben, si tu t'occupes pas de ton fardeau, tu deviens un fardeau pour les autres. Puis, tu sais, cette responsabilité-là individuelle, d'avoir conscience de ça, de pas mettre le poids de ta personne sur les épaules des autres, puis là, l'autre qui en a trop, parce que, tu sais, là, finalement, ça vient le problème de tout le monde, Fait que, tu sais, c'est comme la santé psychologique, oui, c'est une affaire de tous, mais en plus de s'occuper des autres, il faut aussi s'occuper de soi, parce que autrement, on crée du travail pour les autres, puis on s'en ouais, puis en soi, ce que tu dis, ça t'enlève un gros poids, puis ça t'en met un petit, tant qu'à moi, dans le sens que le gros poids, c'est que t'es pas responsable des autres, puis le petit poids, c'est que t'es responsable de toi, qui en soi est bien plus facile à gérer que les autres. Les autres, tu peux pas échanger, tu peux rien faire. En fait, c'est ça, mais c'est pas juste facile, c'est la seule chose que tu peux faire. Puis tu sais, qu'est-ce qui arrive? C'est comme par exemple, je sais pas, essaye de penser une situation où personnellement, tu te sens bien, mais tu passes ta journée où tu entends juste des gens se plaindre. Tu te sens comment à la fin de la journée? Ouais, c'est sûr. C'est lourd. Hein? Ben oui. Ben, c'est ça qui est arrivé. Mais là, si t'es pris dans un environnement de même, à un moment donné, c'est toi là, qui va se mettre à payer. Là, toi, tu vas devenir un poids exactement comme tu viens de subir les autres. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement facile à construire. Tu sais, que les enfants veulent pas. C'est très difficile de faire la part des choses entre leur rendre service, mais leur démontrer que ne pas leur rendre service, ça veut pas dire que je t'aime pas. Puis, tu sais, de les reconnaître quand ils font un effort considérable, mais de pas les rendre dépendants à la reconnaissance, parce que là, à chaque fois qu'ils font une petite tâche, ils veulent se faire dire merci. Fait que, tu sais, c'est complexe, là, puis il n'y a pas de recette. Je veux dire, les 4 gars, les 4 agissent différemment. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, avec la même éducation, tu sais. Ouais, mais je dirais que je pousse beaucoup sur l'autonomie, puis j'en suis plus à prendre sur moi, sur les craintes que moi je vais avoir, mettons, qui se blessent, mais de me dire, ben non, tu vois-tu, moi, juste à leur dire, tu vas te faire mal, ben, l'enfant, il recherche à être autonome. Fait que si tu lui dis, fais pas ça, le seul choix qui y reste, c'est de le faire. C'est le choix que lui, il peut faire. Fait que je dirais que de pas trop imposer des choix ou des faux choix, c'est un peu la façon de les amener à prendre leurs décisions, puis, tu sais, à mesurer aussi le risque. Tu sais, qu'est-ce que ça donne, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon. C'est l'adage assez classique de on apprend, on n'est pas mieux servi par soi-même. Dans ce type d'apprentissage-là, je pense que c'est la meilleure chose. Ouais, c'est intéressant. Puis tu parles aussi tantôt de tu sais, au bureau, les motivations, tout ça, mais tu parles aussi de la joie. Je sais pas si c'est la joie de vivre que tu parles, là, mais tu sais, d'être au bureau dans ta vie, d'être joyeux, c'est quoi pour toi, ça? Ben, c'est sûr qu'il y a le côté personnel, justement, d'être motivé, ou du moins d'avoir un travail qui nous permet de répondre à ces motivations-là. Puis d'un autre côté, ben, tu sais, moi, il y a une théorie en psychologie que j'aime beaucoup, qui est la théorie de l'autodétermination. Je connais pas. Puis, ben, tu connais la pyramide de Maslow? Oui. Je pense que le besoin du milieu, c'est l'appartenance sociale. OK. Puis en fait, la théorie de l'autodétermination, c'est qu'elle prend cette troisième strate-là, puis elle l'éclate en 3 besoins psychologiques. Que toute personne, homme, femme, enfant, adulte, toute culture confondue, il y a énormément d'études sur ce sujet-là, qui démontrent que toute personne a 3 besoins psychologiques à répondre, qui est le sentiment de compétence, le sentiment d'autonomie, puis l'appartenance sociale. Donc, sentir qu'elle appartient à un groupe. Puis, ben, je pense que c'est ces 3-là qui génèrent cette joie-là.
Puis, tu sais, justement, si on reprend l'exemple des motivations, ben, une personne qui va se sentir motivée au travail, ben, c'est une personne mettons, qu'elle sait qu'elle a des talents, qu'elle apprécie mettre en application, ben, il faut qu'elle puisse le faire à travers son travail. Ouais. Il faut qu'elle refoule ça parce que sa description de poste, il ne permet pas de faire ça. C'est sûr, ça vient chercher. Puis si la personne, mais c'est cette compétence-là qu'elle valorise, puis elle ne peut pas les mettre de l'avant, elle ne se sentira pas compétente. Parce qu'elle va peut-être devoir faire des tâches pour lesquelles elle ne se trouve pas compétente. Puis là, déjà, on a un besoin qui n'est pas répondu. L'autonomie, ben, ça vient énormément avec le droit de l'erreur. Le droit à l'erreur. Ouais. Puis l'autonomie, tu sais, l'autonomie, encore là, c'est pas nécessairement donner la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. L'autonomie, c'est avoir la perception d'avoir un choix. Mais qui est un vrai choix. Pas nécessairement. Après, c'est pas une question de manipulation. C'est pour ça que la ligne est mince, là, mais le cerveau ne fait pas la distinction entre avoir un vrai choix ou avoir l'impression qu'elle a choisi. OK. T'sais, c'est comme un enfant, si tu lui demandes tu vas te brosser les dents dans 5 ou 10 minutes. Ouais. Il va faire un choix, mais il n'avait pas de choix. Il faut peut-être te brosser les dents. Tu te brosses les dents ou tu te mets en pyjama? Ben, tu sais, fait le sentiment d'autonomie, mais ça vient beaucoup avec cette possibilité-là de faire des choix. Puis des choix, c'est pas nécessairement exécutif, c'est pas nécessairement opérationnel. Avoir le choix de donner son opinion, ça en est un. De donner suggérer des idées, d'avoir des initiatives, d'avoir des projets qui sont pas nécessairement de son cadre de travail, mais c'est comme, OK, t'as une méchante bonne idée, ben OK, tu peux libérer un peu de temps sur ton rôle sans mettre en danger ça, ben go for it. Donc, tu sais, se sentir autonome, c'est pouvoir participer de sa propre initiative. Puis ça, c'est sûr, c'est pas long. Si on est face à des gens, les gestionnaires, qui maintiennent pas leurs promesses, qui sont plus ou moins crédibles ou qui a d'un côté pas beaucoup de reconnaissance, mais qui sont prompts à noter des défauts, c'est sûr, l'autonomie, ça se tue extrêmement vite. Ouais. Puis le troisième, l'appartenance sociale, ben c'est justement, c'est d'avoir l'impression d'appartenir à un groupe, à une famille, comme plusieurs disent. Puis ça, ben on en revient beaucoup à la vision de l'entreprise, aux valeurs. Puis beaucoup plus qu'afficher des slogans sur un mur, mais vraiment comment que ces valeurs-là sont vécues, puis comment que les gens ont l'impression de participer à quelque chose qui est aussi important pour les autres. Fait que c'est cette forme-là d'intérêt commun, de mission qui vient recentrer un paquet de gens pour qui c'est important. Ben, c'est ça qui va créer la cohésion. Mais tu mesures cette joie-là ou le bonheur comment d'un individu? Bon, là, je te dirais qu'il me manque un peu de background de développement organisationnel pour être capable de donner des outils pour le mesurer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, nous, là, on a une valeur qui est le bonheur. Ouais. Puis c'est bien touché, le bonheur, parce que, ben là, d'un, ça touche personnel, professionnel. C'est les deux, mais c'est surtout que toi, Gabriel, tu vis pas le bonheur comme moi, je le vis. Fait que peut-être que toi, t'es moins démonstratif pis t'es très heureux. Ouais. Peut-être moi, je suis très démonstratif pis semi-heureux, tu sais. Mais comment parce que tu parlais de joie au travail, comment tu fais pour mesurer que la personne est-tu vraiment heureuse ou joyeuse? Ben, je pense que ça va se mesurer par la confiance. Je me lance, là, je réfléchis. Vas-y, non, mon jase, j'ai l'impression que ça va se mesurer par la confiance puis la qualité des relations que ça permet de bâtir. Parce que le principal problème à mesurer ce bonheur-là, c'est pas d'être capable de mettre un chiffre ou un ressenti dessus. C'est tout simplement d'avoir la personne assez en sécurité pour en parler. Que si ça va pas, être à l'aise de t'en parler. Ouais. C'est ce qui va faire aussi que si tu passes au bureau de la personne puis tu dis « Hey, salut, bon lundi, comment ça va? » Est-ce qu'elle te répond sincèrement ou elle te répond « Ça va » parce que c'est poli, tu sais. Fait que tu sais, je pense que c'est tous ces petits détails-là, mais ultimement, je pense que c'est principalement la qualité de la relation avec les gens qui fait si la personne va bien, tu vas sincèrement le sentir, elle va le partager comme ça parce qu'elle se sent en sécurité. Puis pourquoi elle se sent en sécurité de dire quand ça va bien? C'est parce qu'elle est aussi en sécurité de dire quand ça va moins bien. Quand elle a besoin d'aide.
quand elle va être capable de dire que aujourd'hui, c'est rough, ça va peut-être être moins productif. Fait, parce que le bonheur, c'est pas pour moi, c'est pas un état que c'est comme OK, je l'ai trouvé fait. Non, c'est ça. Fait que le mesurer, moi, je le verrais comme ça. Je le verrais vraiment comme un système qui est dynamique, puis je le vois vraiment comme une question de relation puis de confiance. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ça veut pas dire parce que tu as une passe difficile, mettons, je sais pas, tu te sépares, ben là, c'est sûr que tu seras pas bonheur 100% tout le temps, mais tu peux être quand même dans l'esprit du bonheur, dans le sens de, oui, aujourd'hui, c'était plus dur, je me suis chicané hier, nanana, puis qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'être mieux aujourd'hui? C'est quand même ça aussi, le bonheur. C'est pas juste être dans le tapis tout le temps, là, t'sais. Non, puis tu sais, je pense que le bonheur aussi, la difficulté avec ça, c'est qu'il y a un gros travail de fond qui appartient aux individus. Parce qu'à travers le bonheur, si on prend un exemple comme ça, la personne, ce qui va être importante pour elle, c'est par exemple de reconnaître que malgré, par exemple, la séparation, il y a sûrement des réussites aujourd'hui, il y a sûrement des choses positives qui sont arrivées aujourd'hui, la question de gratitude, fait que je pense qu'il y a quand même un certain travail de conscience personnelle à avoir pour être capable de prendre le dessus là-dessus. Parce qu'une personne qui n'aura pas ce recul-là, elle vit une séparation, mais là, ça se peut qu'elle se dise qu'elle est malheureuse pendant 6 mois. Ouais. Quand que, avec du recul, est-ce que la personne serait capable de se dire « OK, c'est un bout rough, mais j'ai une belle job. » serait capable de justement avoir un peu de résilience puis se remonter par elle-même. Puis tu vois-tu, toi, dans le coaching de gestion, est-ce que les gens sont majoritairement heureux ou sont joyeux ou non? Non. 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 Non, puis qu'est-ce que je trouve triste à la limite, c'est qu'il y a énormément de gens, ou par exemple les gestionnaires, parce que je me concentre sur ce créneau-là, qui vont finir par se sentir coupables de la situation dans laquelle ils sont, puis qui vont intérioriser, en fait. Parce que ce qui arrive, c'est que le cerveau, lui, il déteste l'incohérence. Donc, si on pense quelque chose, puis les actions ne fitent pas, on fait une chose qui s'appelle rationaliser. On trouve une raison pour faire en sorte que ça soit logique. Fait que, par exemple, un gestionnaire qui se ramasse en poste, puis qu'après 6 mois, il n'est pas capable de mobiliser ses équipes, il est tout en train de courir après les urgences, il n'est pas trop libre de prendre des décisions parce que, il y a des résultats qui sont attendus par en haut, puis, à un moment donné, la personne va se dire « OK, mais j'ai jamais d'aide, OK, les employés sont jamais contents », mais ultimement, cette personne-là va finir par se dire « OK, je suis vraiment bon pour être un gestionnaire. » Là, ça va revenir vers elle, tu sais. Donc, c'est souvent, le coaching, c'est principalement ça qui va apporter, c'est de remettre un peu de contexte à ce qui se passe, permettre à la personne de prendre un peu de recul, parce qu'à un moment donné, pris les émotions, là, on essaye de mélanger raison puis émotion, ça marche pas. Fait que ça permet de prendre du recul, de voir la situation différemment, puis de ramener les gens, par exemple, à l'épuiser. OK, t'as-tu déjà passé des situations qui ressemblent à ça? Comment tu t'en es sorti? Leur faire voir un peu le positif, les expériences qu'ils ont, les outils qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Puis c'est aussi un peu de les pousser à l'action, parce que souvent, une personne prise dans une situation, la réalité, c'est qu'il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites, mais que la personne a peur de faire. Ouais. C'est juste parler, mettre ses limites, soulever un problème. Si c'est de changer d'emploi, il y en a combien de personnes qui sont pas capables de quitter un emploi parce qu'ils aiment leur équipe. Mais la réalité, c'est qu'il y a bien des gens qui restent, qui aiment leur équipe, mais c'est parce que l'équipe, c'est la seule chose qui les sécurise. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que si tu te sentirais pas en danger, tu aurais les mêmes relations? Si le besoin, c'était la sécurité. Fait que, tu sais... Ouais, c'est... Il y a beaucoup de facteurs, mais je dirais que malheureusement, c'est que le problème, c'est que ça vient toujours par être intériorisé. Quand il y a énormément de problèmes qui sont, non, c'est dû à l'environnement, c'est peut-être dû à des choses qui devraient être faites, c'est peut-être dû à un point de vue. Puis toi, personnellement, comment tu cultives ça, ce plaisir, cette joie-là dans ta vie? Une des façons aujourd'hui, ça a été de partir une entreprise. Moi, il y avait
j'avais un gros besoin de liberté à combler par ça. Dans le passé, qui a été comblé parce que j'étais un peu entrepreneur. Puis, tu sais, j'ai justement eu cette chance-là de passer par un paquet d'entreprises que j'avais pas mal champ libre. Tu sais, je voulais améliorer quelque chose, ben, tu sais, je prenais mon avant-midi, je le faisais, puis après ça, ben, ça roulait plus vite. Donc, tu sais, il y a ça qui est venu. Après, personnellement, je me suis refait une réflexion sur la place que le travail avait dans la vie. OK. Travail que j'ai considéré comme une finalité pendant longtemps. Aujourd'hui, je le vois comme un outil. Donc, c'est quoi pour toi la différence des deux? Ben, la différence, c'est que le voir comme une finalité, c'est de suivre ce modèle-là qui est un peu qui est culturel, tu sais, qu'on grandit dans ça, même à l'école, tu arrives secondaire 4, je le vis encore aujourd'hui, tu sais, je l'ai vécu il y a 25 ans au secondaire, puis encore aujourd'hui, mon plus vieux est passé par là il y a un mois, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben, c'est la question ultime qu'on te pose, c'est pas mal parce qu'on te propose que c'est la fin, tu sais, il n'y a pas d'autre questionnement qui vient après ça, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu trouves un travail, tu le fais. Il n'y a plus de questions qui viennent après ça. Fait que, tu sais, naturellement, on a tendance à pousser les gens vers le travail comme une finalité. Puis, tu sais, si je reprends mon exemple, mais quand j'ai atteint mes quelques objectifs, puis que le travail est tombé plus de sens, parce que je le faisais pourquoi, mis à part payer des factures, ben, c'est là que je me suis retrouvé dans le vide. C'est ça pas le danger, mais c'est ça qui est dur à comprendre aussi quand t'es jeune, c'est que t'as besoin du travail pour payer tes factures, comme tu dis. C'est ça, tu as besoin, mais des fois, ce qu'on oublie, c'est que tu peux travailler et être passionné en même temps. Ben, tu sais, le problème, en fait, c'est que oui, on a besoin du travail, mais on fait croire qu'on a tellement besoin de travail que ça doit prendre toute la place. Puis, en plus, on associe la réussite puis notre identité au complet au travail. Fait que, ben, nécessairement, tu veux toujours faire plus d'argent, tu vas te chercher un titre de plus. Puis, ben, il y a le mode de vie qui suit parce que, ben, faut bien que j'aie l'air d'avoir une bonne job. Fait qu'ultimement, les gens, ils arrivent jamais à se sécuriser et se libérer du temps parce qu'ils travaillent de plus en plus, le mode de vie suit. Tandis que la réalité, c'est que ça devrait être, oui, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de manger, j'ai des projets d'avoir une famille. Pour subvenir à ça, j'ai besoin d'un travail. Et un coup que ça s'est répondu, ben, comment je profite de la vie? Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme, ben, je vais profiter de la vie de la fin de semaine quand j'ai du temps. Je comprends, ouais. C'est un peu le principe du 80-20. Est-ce qu'on a réellement besoin de travailler 8-9 heures par jour pour être productif? Puis moi, en lançant mon entreprise, par exemple, cet automne, c'est quelque chose que activement, j'ai focusé dessus. De me lever le matin, m'imposer une routine, même si je suis toute seule à la maison, être très concentré à faire beaucoup de stock l'avant-midi, puis à midi, ma journée était finie. Dans cette période-là, je me suis dit, ben, j'ai essayé de me décrocher l'idée de ah, ok, j'ai fait une journée, j'ai fait une bonne journée. Non, qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Mais ça, c'est le principe. Je sais pas si t'as lu le livre de Dave Ruel. Non. Done by Noon, là, mais c'est de ça qui... Il doit y avoir quelque chose du genre, mais tu sais, ça a juste été intuitivement de me demander, ok, mais j'ai-tu l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire aujourd'hui? Tu sais, j'ai contacté, je sais pas moi, 15 prospects, j'ai eu 3 cafés virtuels, j'ai fait mon suivi de courriel. Puis là, ben, concrètement, je regarde ça, ben, ok, je pourrais m'avancer sur d'autres trucs dans ma semaine, fair enough. Pour le reste, ben, faut que j'attende, mettons, faut que j'attende des réponses. J'ai des rendez-vous de prix, mais ils sont pas aujourd'hui. Bon, ben, tant qu'à travailler une grosse journée dans la semaine ou être productif à la semaine longue, ben, tu sais, rendu à midi, ben, je prenais le chien, j'allais au parc. J'allais marcher. Puis, mais c'est ça qui est dur parce que de la façon que tu le dis, t'es passionné par ton travail. Donc, quand tu travailles plus, t'es beaucoup passionné. Moi, en tout cas, c'est ça que je trouve dur. C'est que des fois, j'aime tellement ce que je fais que je pourrais faire ça le soir, la fin de semaine, le jour, tout le temps. Mais oui, j'aime ça, mais là, à un autre point, je peux pas juste faire ça. J'aime bien d'autres affaires aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui est...
c'est pas, tant qu'à moi, c'est pas un équilibre, c'est une question de besoin. Il y a des besoins, des fois, que j'ai plus besoin de travailler pour X raisons. Des fois, j'ai plus besoin pour ma santé. Des fois, j'ai plus besoin pour ma famille. C'est plus une question de besoin. Ben, j'aime tout ce que je viens de te dire là, tu sais. Ben, en fait, parce que je pense que l'équilibre, c'est de voir ça comme un système dynamique. Tu sais, parce qu'on a tendance à voir toutes les choses de façon mécanique, de façon linéaire. Tu sais, le travail, 9 à 5, à tous les jours, c'est tout le temps pareil, la même routine. On mange à la même heure, les pauses sont à la même heure. Tout est très mécanique. C'est peut-être de voir les choses avec un petit peu plus de dynamisme. Tu te lèves cette semaine, ta semaine a l'air de ça. OK. Ça n'a pas besoin d'être la même structure la semaine prochaine. Ouais, ça n'a pas besoin d'être la même structure mercredi. Ouais. Si une journée finalement que tu sais quoi, le bureau, j'irai pas aujourd'hui. Ben vas-y pas. Tu sais, je pense que c'est de se détacher un peu de l'horaire pour gérer ça justement sous forme de besoin, sous forme d'énergie. Tu sais, l'énergie, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, on gère notre temps on gère notre horaire avec le temps, mais c'est l'énergie qui fait qu'on est productif ou pas. C'est pas le temps. C'est le temps est tout le temps pareil. Tu sais, comme par exemple, si moi, j'ai beaucoup d'appels, je sais pas, mardi, mercredi, c'est assuré, jeudi, je vais rien booker. Parce que je sais que là, je vais avoir besoin de ma bulle. Fait que je vais peut-être plus faire du deep work toute seule, mais tu sais, je vais me planifier en conséquence. Ouais. Mais ça aussi, c'est de connaître qu'est-ce qui te donne d'énergie, qu'est-ce qui t'engruge. Si tu n'as plus d'énergie, qu'est-ce qui va t'en redonner? Il y a ça aussi qui est très important quand on gère un horaire, je trouve. Plus que juste le temps et la disponibilité des autres. Ouais, mais c'est vrai que la flexibilité de ta vie, là, on va dire, là, est importante parce que, comme tu dis, ça se peut qu'une journée, tu files moins pour quelque chose, mais plus pour un autre. Moi, c'est super niaiseux à dire, mais quand, mettons, j'ai des pièces, mettons, dans la maison, je me dis, là, c'est quand commence à être le bordel, là. Tu sais, mettons, dans ma salle mécanique, j'ai fait ça pendant les fêtes. Ça fait longtemps que je me dis, faut que je fasse ça, mais je le sais qu'il y a un matin, moi, je suis de même, là, ça me tente, là. Puis je vais tout faire pour que, là, je suis motivé d'aller au Rona, acheter des étagères, monter des affaires, m'a passé 7 heures s'il faut, m'a tout acheté. Mais il y a un matin que j'ai aucune idée, ça me tente, je le fais. Mais tant que ça me tente pas, puis ça finit toujours par me tenter, n'importe quoi, tu sais. C'est drôle parce que j'ai une porte, ça fait 2 mois que les pentures grincent, qu'il faut que je décroche pour huiler, puis ça me tente pas. Puis avant les fêtes, il y a un week-end, je m'en allais tout bonnement dans la salle de jeu en bas, je pense faire un peu de ménage ou je sais pas trop faire quoi. Puis quand on avait acheté la maison, il y avait une cuisinette, c'est comme un bigénération en bas, puis j'avais défait la cuisine, mais là, on avait un bout de mur qui était pas fini, le dosseret de céramique qui était juste dans le milieu du mur, c'était laid. Puis ce week-end-là, j'ai commencé par faire du ménage, puis balayer un peu, puis rendu le dimanche soir, j'avais arraché de la céramique, 8 pieds de mur. Là, finalement, c'était un projet qui s'est éternisé sur 1 mois, j'ai repeinturé 2 murs, j'ai refait le sous-sol, mais il y avait rien de prévu, tu sais. Je pense qu'il y a une certaine beauté à ça, puis de laisser le hasard faire. On essaie tellement d'être organisé, puis je comprends que quand on s'organise avec une famille, avec une conjointe, les employés, mais ça reste que l'horaire, aujourd'hui, on le voit comme une obligation, puis encore là, ça devrait être un outil de travail. Ça devrait pas être quelque chose qui gère tout. Mais tu as mentionné un bon point, c'est les relations, que là, c'est dur gérer ça comme ça parce que mettons moi je vais dire à la blonde je vais m'en occuper mais je sais pas quand puis moi-même je le sais pas tu sais fait que là elle m'a donné c'est voyons tu m'as dit que t'en occupais fait 1 mois là t'en occupes-tu pour vrai je suis comme ouais mais tu sais des fois oui je vais le faire pareil pis ça me tente pas mais je le sais mettons que je suis seul pis j'ai une affaire à faire ça va finir par me tenter pis c'est le fun parce que là je suis excité de le faire ma tâche qui est normalement plate mais au lieu de le faire pis faire bon c'est plate mais je le fais je veux pas le choix tu sais ça m'arrive aussi mais tu sais je te rejoins beaucoup parce que j'ai tout le temps 2-3 projets qui roulent en même temps pour cette raison c'est ça mais avant je pense qu'il y a un côté masculin à ça aussi. Ouais peut-être je pense qu'il y a une certaine tendance. Ouais mais c'est ça quand même
la flexibilité, je trouve ça intéressant ce que tu dis puis encore une fois, c'est tout le temps ça, tu sais, avec les employés, là, t'as des meetings, t'as des clients, t'as des rendez-vous, fait que des fois, ça fait que c'est dur de gérer ça vraiment comme toi tu veux, mais d'un sens, comment je dirais ça, c'est quand même toi qui as organisé ça, fait que comme tu dis, c'est de regarder ton horaire, comment ça te donne de l'énergie, comment ça te enlève. Puis des fois, tu vas faire des affaires et tu dis, oups, ça, je m'en suis mis peut-être beaucoup. Mettons, beaucoup de clients back-à-back. Là, j'ai plus aucun temps dans la journée. Je peux pas rien faire. Ça, c'est énergivore. Tu le fais moins. Tu joues beaucoup avec toute cette... Ouais, puis, tu sais, je pense qu'il y a des choix qui amènent des restrictions, tu sais, comme par exemple, tu sais, moi, je travaille autonome. Vous avez une entreprise. Ben, vous subvenez à des gens à qui il faut fournir de la job aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, ça peut devenir plus complexe de gérer ça, tu sais, avec une flexibilité comme moi, par exemple, je me permets. Ouais, mais elle est différente. Parce que moi, j'ai la flexibilité de pas être là du tout une semaine. Ouais. Que toi, oui, tu peux, mais ça t'impacte, entre guillemets, plus que si moi, je suis pas là, tout fonctionne une semaine, tu sais. Fait que je pense aussi que la fameuse comparaison, ça marche jamais te comparer, puis c'est bien facile à dire. Moi aussi, je me compare encore des fois, mais dès que tu te compares à quelqu'un, il a pas la même situation que toi. Ouais. Fait que c'est dur de dire, ah, mais lui, il fait ça, ça a l'air le fun. Ouais, mais toi, tu pourrais faire quelque chose que lui, il peut pas non plus, tu sais. Toi, tu peux partir en vacances, pas toi, mettons, l'employé peut partir en vacances une semaine, avoir la tête libre. Moi, je pars en vacances une semaine, je pense quand même à beaucoup de choses, tu sais. Mais tout le monde a des deux côtés de la médaille tout le temps, là. Puis... Mais, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, la joie de vivre, tu sais, au quotidien, je pense que, tu sais, je pense qu'à part beaucoup par cette réflexion-là qu'il faut faire sur soi. Tu sais, parce que sinon, tu passes ta journée à courir, mais concrètement, tu cours après quoi? T'es même pas capable de répondre. Mais tu poses-tu beaucoup de questions d'une journée? Tout le temps. Ouais? Tout le temps. Quel genre de questions? Mais en fait, c'est pas tant des questions que des réflexions qui sont toujours un petit peu là. Tu sais, le développement personnel, tu sais, c'est quelque chose que je dirais que j'ai passivement commencé quand je me suis séparé de la mère des enfants il y a une dizaine d'années. OK. Puis, tu vois, à l'époque, c'est une prise de conscience justement qui m'est venue là, dans les premières journées que c'est arrivé. Où là, j'étais pas mal dans le fond. Là, c'était pas le fun. Je me ramassais avec une famille séparée et puis tout le reste. Mais je me rappelle encore à l'époque qu'il y a une question que je me suis posée, plutôt que de me retourner contre la mer ou contre le monde entier et trouver des coupables. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, Gab, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Puis, à partir de là, j'ai comme réalisé que ce que j'aurais pu faire différemment, c'est peut-être des limites ou des choses que je veux faire dans le futur ou pour le jour que je vais rencontrer quelqu'un d'autre, peu importe. Puis je dis passivement parce que à l'époque, c'est des questions que je me suis posées, mais je n'étais pas dans la lecture, dans les podcasts. C'était juste moi qui portait un regard différent sur moi plutôt que sur l'extérieur. Puis crois-tu que cette réflexion-là, dans cette situation-là, t'a changé? Ouais. Ben, ça m'a changé parce que c'est ce qui m'a redonné du contrôle, en fait. Parce que la seule chose qu'on contrôle, il n'y a pas grand-chose. Nos pensées, nos actions, nos mots, nos comportements, nos réactions. Pas mal ça. Quelques variantes près, là, mais sinon, on contrôle rien. Donc, oui, nécessairement, ça a changé quelque chose parce qu'on passe notre vie à essayer de changer le monde plutôt que de se changer soi, quand que, en soi, le monde, c'est juste un groupe de petites personnes, tu sais. Mais on s'occupe tous de notre voisin, puis après ça, ben, on éclate parce que rien change, mais il n'y a rien qui va changer de cette façon-là. Puis, ben, d'après moi, depuis ce jour, je change constamment, tu sais.
Aujourd'hui, je sais que je ne sais pas. T'sais, je sais sur quoi j'ai du contrôle. Je sais faire la distinction entre ce qui dépend de moi, ce qui dépend pas de moi. Je sais pas, moi, si le soir je me couche puis je fais l'exercice de me rappeler de 3 choses positives dans la journée qui me sont arrivées, ben associé à ça, je vais aussi avoir la gratitude de me dire, ben ces 3 choses-là ont été influencées par d'autres personnes. Ça serait pas arrivé par moi-même. Ouais. Fait que tu sais, j'ai pas de questions précises, mais assurément que ça soit à travers aujourd'hui, je suis toujours en train de lire. J'écris beaucoup sur LinkedIn, fait que écrire, c'est littéralement pour moi une façon de réfléchir à voix haute. Ben oui, clairement. Fait que tu sais, j'écris du lundi au vendredi, fait que juste ça, c'est une pensée par jour. Fait que tu sais, ma réflexion, ça va pas mal toujours être ça, parce que quand j'écris, moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de planifier, de faire un calendrier de contenu. J'ai essayé, je fais des boutons. Fait que tout ce que j'écris, je l'écris le matin même, avant de cliquer sur publier. Fait que tu sais, la réflexion, elle se passe. Elle est là, elle est live. Le matin, je me lève, j'ai déjeuné, mon café est prêt, je m'assois, puis c'est là que la réflexion se fait. Ouais. J'ai des idées, puis je pars là-dessus. Ah, c'est cool. Puis en finissant, t'aurais-tu un mot ou quelque chose, peut-être qu'on n'a pas parlé, ou que t'aimerais un conseil que t'aimerais donner? Un conseil. Ou une réflexion, une question, une prise de conscience. Je dirais simplement d'être vulnérable. Je dirais d'être vulnérable, d'être vrai à travers ça. Puis de voir ça différemment. Tu sais, les gens qui ont peur de s'ouvrir, des gens qui ont peur de parler parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir l'air faibles, mais moi, je leur posais la question, OK, mais toi, là, quand tu vois quelqu'un s'ouvrir à toi, puis que tu avais l'impression que jamais cette personne-là vivait ça, tu l'as-tu trouvé faible, cette personne-là? La vérité, c'est que tu l'as probablement trouvée courageuse. Ben oui. La réalité, c'est que c'est ça l'impression que ça donne aux gens. Puis je pense que la base des relations qu'on doit reconstruire, c'est ça. Donc, wow. Très bon mot. Je finirai suis 100% d'accord avec toi. Pour finir, je vais juste voir si j'ai mes petites lettres. J'ai oublié de la préparer. Ah, voilà. Je te donne un petit cadeau d'invité. OK. Merci beaucoup. C'est des lettres bienveillantes. OK. C'est un mouvement que j'ai parti il y a à peu près quasiment 1 an. Dans le fond, il y a 5... C'est un paquet qui vient avec 5 enveloppes. Puis dans ces enveloppes-là, il y a un message qui dit que, en gros, il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu, puis que ce message-là t'a retrouvé, toi, pour que tu prennes le temps d'apprécier ce moment-là, que tu prennes un temps de gratitude pour dire merci, puis de connaître à quel point ce message-là peut être puissant d'une autre personne à un autre qui se connaissent pas. Okay. En gros, ça veut dire ça. Puis ça, je distribue ça un peu n'importe où que je vais. Okay. J'en laisse à l'épicerie, j'en laisse au parc, j'en laisse dans une bibliothèque, j'en laisse à terre, dans la rue, d'un pare-brise. Mais ça un peu partout, fait que les gens trouvent ça. Puis moi, j'écris souvent un petit mot personnalisé à l'intérieur. Fait que j'ouvre l'enveloppe. Ça vient avec des citations aussi que tu peux glisser dedans. Okay. Puis je mets des mots. Des fois, c'est une recette. Des fois, c'est un documentaire que j'ai vu. By the way, regarde ça. C'est super intéressant. Une chanson, un podcast, peu importe c'est quoi. Juste pour distribuer de la bienveillance autour de nous. Puis là, on doit être à 2050 à peu près lettres de distribuer. Ben, c'est vraiment cool. Fait que c'est un beau mouvement que tu feras bien ce que tu veux. Ben, c'est super, je vais regarder ça, merci. Yes, fait que merci Gabriel. Merci toutes tes coordonnées, pas tes coordonnées, mais tes plateformes, surtout LinkedIn, là, que tu es beaucoup présent, ça va être dans la description. Y a-tu d'autres places qu'on peut te voir? LinkedIn, c'est ma plateforme principale sur laquelle je suis très actif, sur laquelle je peux répondre facilement. Je suis sur Substack, j'ai une infolette là-dessus. OK.
TikTok, si vous voulez aller voir des vieux vidéos malaisants que j'ai essayé de faire il y a 2 ans. J'ai pas relancé ça encore, mais je suis toujours disponible là-dessus. OK. Et puis, non, je te dirais, c'est pas mal les plateformes sur lesquelles je suis. Sinon, je fais tout le temps quand même une bonne quantité de réseautage. Fait que, il y a tout le temps des chances de me croiser un peu partout. Ouais. Ah, super intéressant. Merci d'avoir beaucoup. échangé avec moi. Puis toi qui écoutes, partage ce bel épisode parce que je pense qu'il y a plein de belles choses que tu as dites puis qu'on a échangé ensemble, que les gens peuvent entendre, qui peuvent se retrouver à l'intérieur de ça aussi. Fait que... super, merci beaucoup. Yes, merci à toi. Bonne journée tout le monde.